Salut les esprits riches, aujourd'hui on va parler crypto parce que ces dernières semaines les crypto-monnaies ont fait la une à plusieurs reprises. Et je sais que dans la crypto, quelques semaines sont comme 6 mois dans la vraie vie, mais on va quand même pouvoir tirer des leçons pour l'avenir de ce qui s'est passé. Il y a eu par exemple le plus gros hack jamais réalisé dans le monde de la finance décentralisée à ce jour. Vous avez sans doute vu le 10 août dernier la plateforme Polynetwork qui a été piratée, 611 millions de dollars de crypto qui ont été volés, bien qu'ils ont été restitués depuis. Il y a aussi une des particularités, et même la promesse de la crypto-monnaie, c'est quand même le caractère infalsifiable de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser du piratage de cette plateforme? Puis c'est pas tout. Le lendemain, le Parlement américain votait un projet de loi visant à encadrer les crypto-monnaies qui dénote au mieux une incompréhension totale du fonctionnement et au pire une volonté d'entraver la technologie. Alors forcément, quand ce genre d'événement se produit, on peut être tenté d'avoir une vision apocalyptique des choses et se demander est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies. Puis il y a eu le 10e China Ban comme chaque année, alors peut-être que cette fois-ci ils vont vraiment le faire et qu'on pourra enfin oublier cette peur-là, car c'est vrai que par essence la crypto c'est décentralisé. C'est le fait qu'il ne faille pas d'intermédiaires comme les banques pour échanger de la valeur. Le fait qu'en un clic, instantanément, tu puisses envoyer 500 000 € sans devoir justifier quoi que ce soit. Il faut évidemment que tu aies cet argent à la base. Et sans que ta banque ferme ton compte sans te prévenir parce qu'elle a vu un mouvement inhabituel. La réglementation va donc inévitablement rajouter des contraintes, des contrôles. Et on peut craindre évidemment que ça vienne dénaturer le principe même des crypto-monnaies. Parce que si c'est pour que ça se termine comme avec le système bancaire classique, où la banque peut te bloquer tes virements, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, est-ce que c'est encore pertinent d'investir dans la crypto-monnaie? Est-ce qu'il faut quand même s'y intéresser? Est-ce qu'il faut continuer? Quel est un peu l'avenir finalement des crypto-monnaies? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En parlant d'avenir, cette chaîne YouTube a encore de beaux jours devant elle. Donc n'ayez aucune hésitation à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est un investissement qui va vous rapporter gros. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, sachez que vous trouverez sur cette chaîne des vidéos, des playlists sur les différents investissements, pas seulement la crypto. J'y parle bien sûr d'immobilier, de bourse, de business, de finances personnelles et de manière générale tout ce qui touche à l'argent, à l'indépendance financière et surtout derrière à la liberté. Donc n'hésitez pas à parcourir ces ressources. Première news, Polynetwork s'est fait hacker. Vous avez sans doute entendu parler de ce hacker qui a exploité une faille de sécurité pour dérober plus de 600 millions de dollars de crypto. Alors Polynetwork, c'est une plateforme de finance décentralisée que l'on appelle la DeFi, Decentralized Finance. Et cette plateforme permet d'échanger de la crypto-monnaie sur plusieurs blockchains différentes. Le hacker a fait part de sa motivation. En fait, il a expliqué qu'il avait repéré une faille et que plutôt de prévenir quelqu'un qui aurait pu exploiter cette faille à son profit, il a préféré attirer l'attention de cette manière et mettre les jetons en sécurité dans l'intervalle. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, le hacker a bien restitué l'intégralité de la somme. Le Polynetwork a pu corriger cette faille et lui a même offert un poste important. Donc tout est bien qui finit bien, mais évidemment, le battage médiatique autour de ce hack a soulevé encore une fois la question de la sécurité de l'investissement dans les crypto-monnaies. Ce qu'il faut comprendre, c'est la nature du hack. Typiquement, quand on entend qu'un hack a eu lieu, on imagine le gars qui prend la main sur un ordinateur pour avoir accès à l'argent directement. Là, c'est différent. Ce qu'il s'est passé, c'est que le hacker a trouvé une vulnérabilité dans le smart contract. Et c'est cette vulnérabilité qui lui a permis de recevoir l'argent sur son compte directement. Alors un smart contract, c'est ce qu'on appelle un contrat intelligent en français. C'est un ensemble de consignes qui sont stockées dans la blockchain. C'est comme un contrat dans la vraie vie que vous pourrez signer, sauf que ici tout est défini à l'avance et tout est automatisé. Ces consignes vont s'auto-exécuter en fonction de paramètres qui ont été préalablement programmés. Ça permet que tout se fasse de manière automatique, transparente et sécurisée. Et le but d'un smart contract, c'est de simplifier le processus afin d'éliminer les intermédiaires et ainsi réduire les coûts. Imaginez les applications possibles, qui sont d'ailleurs pour la plupart déjà opérationnelles, dans l'immobilier par exemple, pour les contrats d'achat-vente, dans le milieu des assurances, dans les successions et dans bien d'autres domaines. D'ailleurs, on a peut-être trouvé une solution pour vendre notre immeuble de 1700 m² à Lisbonne sur la blockchain. Je vous en reparlerai prochainement si ça aboutit. Mais évidemment, pour qu'un tel contrat soit sécurisé, il faut qu'il ait été programmé correctement à la base. Sinon, on va se retrouver avec des erreurs d'exécution ou des failles de sécurité justement. Est-ce que vous devriez vous inquiéter de ce genre de choses? Est-ce que c'est une raison pour vous méfier de tout l'écosystème des crypto-monnaies? Non, évidemment, parce que c'est tout un écosystème qui se construit et qui se perfectionne. Et là, je voudrais vous faire un petit rappel historique. Un rappel avec les banques, parce que souvent, on essaie de décrédibiliser les cryptos en les comparant aux banques, au système bancaire. Mais les banques, au début du fonctionnement où elles ont été établies,
l'argent des épargnants disparaissait. Avec le temps, elles ont sécurisé leur business, elles ont offert des garanties. Et aujourd'hui, vous êtes relativement confiant dans le fait que quand vous déposez 100 € sur votre compte bancaire, vous allez pouvoir les récupérer. Mais pour autant, les histoires où l'argent disparaît de la banque ou même avec la banque existent encore aujourd'hui. Dans l'histoire récente, on peut parler de Novo Banco au Portugal qui a dû être recapitalisé à plus d'1 milliard d'euros et qui c'est qu'à payer? C'est le contribuable. Je vous mettrai l'article en référence. Il y a 7000 clients de la banque qui avaient été poussés à investir dans un produit risqué. Ce produit n'était pas couvert par le fonds de garantie. Ils ont perdu tout leur argent. Donc ça, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la banque aujourd'hui. Et que dire de la liste des banques qui font faillite aux États-Unis, comme on peut le voir ici, régulièrement, 4 par an, des fois 8 par an, des fois plus dans l'histoire un peu plus ancienne. Et voilà, la faillite des banques, le fait que le contribuable soit mis à contribution existe. Dans le monde de la crypto, jamais on ne fera payer le contribuable pour enflouer un exchange. Ça permet aussi de relativiser un peu les choses. Bien sûr, il faut sécuriser au maximum votre compte, rester sur les plateformes connues. Ça remet donc aussi la responsabilité individuelle au centre. Il faut bien sûr éviter les arnaques qui sont légion, comme on peut trouver le phishing dans la banque où vous recevez un email qui va vous demander des informations confidentielles. Et bien là, c'est pareil, il ne faut pas envoyer votre argent sur des adresses non vérifiées. Et il faut évidemment croiser les doigts pour que les plateformes travaillent sérieusement sur la sécurité. Mais au final, vu le nombre de plateformes, les incidents restent malgré tout très rares. Car vous imaginez bien que les hackers en tout genre essaient évidemment à tout prix de s'emparer du butin qui se trouve sur ces plateformes. Et hormis des exemples connus mais qui restent finalement anecdotiques, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, loin de là, et heureusement. Alors évidemment, le problème de ce genre de hack, c'est que ça attire l'attention des régulateurs. Ça donne par exemple aux États de la matière pour dire « vous voyez bien qu'il faut qu'on intervienne pour protéger les gens ». Et ça, c'est un petit peu plus ennuyeux. C'est la seconde partie, on va parler du fait de réguler la crypto. Au départ, les cryptos, c'était surtout la crypto. Il n'y en avait qu'une, c'était le Bitcoin. Et c'était quelque chose d'ailleurs assez marginal, évidemment, au début. À la limite, ça faisait rire quand vous parliez de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça n'a aucune réalité matérielle, ça se fait dans le secret, ça vaut des centimes, ça va jamais marcher. Aujourd'hui, on dénombre plus de 10 000 crypto-monnaies qui brassent plusieurs milliers de milliards de dollars. Et vous voyez que les cryptos s'insèrent de plus en plus dans le quotidien et commencent à le révolutionner. Vous pouvez payer en crypto sur certains sites marchands. Vous avez vu d'ailleurs le Salvador qui en a fait une monnaie légale et utilisable. Et il y a aujourd'hui 30% des habitants qui ont désormais un wallet Bitcoin. Vous avez vu les crypto games, ces jeux vidéo qui permettent de gagner des crypto-monnaies. Vous avez peut-être entendu parler d'Axie Infinity et de sa Smooth Love Potion. Vous avez vu les NFT, ces jetons non fongibles qui sont notamment utilisés dans les jeux et dans l'art puisqu'ils permettent de représenter un exemplaire unique d'une œuvre numérique. Vous avez vu les clubs sportifs qui s'y mettent, par exemple le PSG qui a créé sa propre crypto, à la base pour inclure ses supporters dans la prise de certaines décisions. Et puis on a vu aussi que par exemple Léo Messi recevait une partie de son salaire dans cette crypto. Donc il faut forcément s'attendre à des efforts de régulation. Ça devient inévitable. C'est ce qu'on appelle un peu l'entropie du système. C'est-à-dire que par nature, la machine administrative veut réguler, veut rentrer dans toutes les cases. Et c'est dans la nature finalement d'un État de vouloir mettre ses pattes un peu de partout, sous prétexte évidemment toujours de bons sentiments. En Espagne, il y a l'équivalent de l'autorité des marchés financiers qui émet régulièrement des avertissements aux plateformes qui n'ont pas de licence espagnole. Ça n'empêche pas ces plateformes d'opérer, parce que tout ça se construit en fait à vitesse grand V et en même temps, mais c'est censé faire prendre conscience aux investisseurs du fait qu'elles ne sont pas soumises aux règles nationales de protection des consommateurs. Elles ne sont pas régulées. Les autorités britanniques ont interdit la négociation de produits dérivés en crypto-monnaie aux particuliers. Vous avez peut-être vu aussi que Binance, l'une des plus grandes plateformes d'exchange de crypto-monnaies, est régulièrement dans le collimateur des régulateurs internationaux, dernièrement en Italie. Elle se met petit à petit en conformité dans chacun des pays. D'ailleurs, on a vu le fondateur qui a expliqué récemment que dans la philosophie de base de Binance était le côté décentralisé et que donc, jusqu'à très récemment, il n'avait pas d'adresse pour un siège social parce que toutes les équipes étaient complètement décentralisées et explosées dans le monde. Donc, c'est des choses qui sont en train de corriger pour rentrer un peu plus dans le rang. Récemment, Kraken a aussi reçu une amende pour ne pas avoir obtenu la licence de produits sur marge avant d'en proposer aux clients.
Mais là, encore une fois, ils se sont évidemment régularisés. La Chine a interdit les transactions en crypto-monnaie depuis 2017. Et bon, pour continuer de limiter le développement des crypto-monnaies sur son territoire, elle introduit régulièrement de nouvelles restrictions ou, comme on le voit chaque année ou tous les 6 mois, un China Ban qui n'a maintenant plus aucun effet sur le prix de la crypto-monnaie parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. On sait que ce n'est pas tout à fait décisif. Récemment, ce sont les mineurs qui ont été visés et qui, parce qu'ils ont voulu fermer toutes les fermes de minage. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mineurs, ils sont partis ailleurs. Aux États-Unis, vous en parlez tout à l'heure, le Parlement a voté un projet de loi qui détient des dispositions relatives aux crypto-monnaies, qui doit entrer en vigueur en 2023 et qui dit que les courtiers devront garder la trace de toutes les personnes opérant sur la plateforme et qui devront eux-mêmes déclarer à l'administration fiscale les bénéfices de leurs clients. Jusque-là, bon, à la limite, rien de choquant, mais c'est que, parce que déjà, c'est ce qui se produit déjà plus ou moins, mais là où ça se corse, c'est que la définition de courtier telle qu'elle est stipulée dans la loi est un petit peu bizarre, parce qu'il ne s'agit pas non seulement des plateformes d'exchange que l'on connaît tous, mais en fait de quiconque fournit régulièrement des services donnant lieu à des transferts d'actifs numériques. Cette définition, trop large, englobe les mineurs, les validateurs, les développeurs, les créateurs de NFT, les fabricants de hard wallet, la pratique du stacking. Donc en fait, tous les intermédiaires entre une personne et qui achète et qui vend la crypto-monnaie. Donc comment un validateur de réseau va savoir qui reçoit les jetons validés, comment il va obtenir les renseignements personnels des adresses auxquelles il y a peut-être des récompenses qui sont attribuées, c'est évidemment impossible. Donc la conséquence, c'est que ces personnes vont devoir choisir entre arrêter leur activité, ce qui sera un frein à l'innovation que représente la crypto, ou exercer dans l'illégalité, ce qui est évidemment pas souhaitable. Ou comme les mineurs en Chine, s'installer ailleurs, dans un pays où ils seront mieux accueillis. Ou bien, ce qui risque de se passer aussi, c'est que la loi évoluera pour s'adapter un peu mieux à la réalité. Il n'est pas rare de voir des Américains quitter le pays, changer de nationalité pour continuer à travailler ou à vivre de la crypto. Regardez sur YouTube, les exemples ne manquent pas. Alors avant de continuer, si tout ce que je suis en train de parler reste flou, les histoires de blockchain, de minage, de stacking, etc., j'ai récemment fait une vidéo pour expliquer les bases de la crypto-monnaie. Si jamais c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas encore, je vous mets le lien, ça vaut vraiment le coup de vous aider à comprendre cet écosystème. Donc on a vu que les régulateurs voulaient réguler et comment ils s'y prennent dans plusieurs pays. La question qui se pose, c'est faut-il réguler? Est-ce nécessaire? Est-ce même souhaitable? Certains acteurs de la crypto le pensent. Parmi les raisons citées, on trouve le fait que, quel que soit le type de monnaie, fiduciaire ou crypto, il faudrait que les règles soient les mêmes. On a aussi le fait que le nombre d'utilisateurs augmente de manière exponentielle. On en est à 221 millions d'utilisateurs. Donc, il faut une protection accrue. L'autre motif, c'est de limiter les arnaques, évidemment. Il y a également la volonté d'arbitrer le marché, d'en garantir l'équilibre, la stabilité. Sur le plan juridique, évidemment, on nous sort toujours l'histoire de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme. Il y a aussi clairement le fait que les whales, ces gros investisseurs qui manipulent le marché, en profitent parce que ce n'est pas régulé, ce qu'ils ne peuvent plus faire sur les marchés financiers classiques. Et donc, il faudrait réguler sans remettre en question les innovations qu'apporte la crypto. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mon avis, c'est que la plupart des cryptos ne sont pas anonymes et les courtiers feront un suivi des transactions. C'est donc pas le Far West non plus. Le vrai sujet, c'est la fuite de valeur. Le fait que la crypto-monnaie est un refuge pour les personnes qui ne veulent plus subir les effets de la planche à billets. Le fait aussi que la spéculation étant folle, il est bien plus rentable d'investir dans la crypto aujourd'hui, voire même de faire du stacking, que d'investir, de s'emmerder concrètement à investir, à prendre beaucoup de risques dans l'économie réelle et avoir son investissement pérennité potentiellement. Là, la crypto-monnaie est plutôt un marché d'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve exactement, mais on sait au moins que l'avenir est favorable à la crypto-monnaie. La statistique est juste folle. Les États-Unis ont imprimé cette année autant de dollars que dans les 20 ou 25 dernières années. C'est pareil en Europe. Il y a des conséquences visibles et d'autres invisibles. La conséquence visible que tout le monde voit, c'est que les actifs prennent beaucoup de valeur faciale. Et celle qui est invisible, c'est qu'un euro d'aujourd'hui vaut beaucoup moins qu'un euro d'il y a même 2 ans. Autrement dit, un appartement à 150 000 euros, il y a 10 ans, est affiché parfois à 400 000 euros aujourd'hui, mais en valeur réelle, si la monnaie n'avait pas été diluée, il en vaudrait peut-être que seulement 180 000 euros. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça, évidemment, parce que c'est valorisant, c'est rassurant de croire qu'on s'est enrichi sans rien faire. Là où le manque d'encadrement
cause du tort à la crypto, c'est sur le lancement des projets, où c'est vrai que là, c'est la jungle. Mais bon, tu vas pas te dire, pour lancer une crypto, tu dois déposer un dossier. Quand on suggère de rendre obligatoire l'obtention d'un visa de l'AMF pour introduire un nouvel cryptoactif, si on veut faire fuir l'innovation, je pense que c'est un très bon moyen pour que tout cela se passe dans d'autres pays. Je pense simplement que la réglementation est inévitable, bien sûr, mais qu'elle doit rester minime. Parce que c'est comme toujours, hein, sous prétexte de vouloir vous protéger, ce qui finit par se passer, c'est que les créateurs vont là où ils sont bien reçus. C'est que là, les investisseurs vont là où ils sont bien traités. Vous voyez bien que c'est ce qui se passait grâce à Internet. La réglementation européenne, quand on va sur un site aujourd'hui, on est obligé de valider 50 000 trucs. Est-ce que ça a amélioré Internet? On n'en est pas encore sûr. Mais en fait, ce qui se joue, c'est pas uniquement la protection des investisseurs. Vous l'avez compris, si les gouvernements ne sont pas favorables aux crypto-monnaies, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle de la masse monétaire. Pour l'instant, ils peuvent encore l'augmenter ou la réduire comme bon leur semble, mais l'essor des crypto-monnaies peut leur ôter ce pouvoir. Il faut donc réguler pour maintenir le statu quo monétaire. Les États ne vont pas tarder à mettre en place une forme numérique de leur devise afin de s'adapter à cette évolution technologique, tout en gardant le contrôle. La Chine s'y prépare déjà. Alors pourquoi est-ce qu'ils font cette évolution? C'est parce que la crypto-monnaie a l'avantage de traquer exactement chaque transaction, ce qui est impossible à faire lorsque vous vous baladez avec votre mallette de cash pour aller payer des bakshish là où vous travaillez. Vous avez bien compris que la crypto-monnaie offre en fait un contrôle beaucoup plus étendu à tous les États totalitaires ou pseudo-totalitaires, ou en tout cas les États qui veulent savoir ce que vous faites de votre argent. Bien sûr, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous allez accepter ça, hein, mais vous avez compris que c'est un pas en avant de contrôle qui est très séduisant pour tout système qui veut piloter les choses. Donc c'est évidemment pas l'idée de base de la crypto-monnaie, mais c'est pour ça aussi que les gouvernements vont vouloir que vous utilisiez les crypto-monnaies qu'ils désignent comme étant les bonnes. La crypto-monnaie, c'est donc un système difficile à contrôler, c'est ce qui en fait sa force. On est en 2021, ça fait plus de 12 ans que le Bitcoin est né et la capitalisation du marché augmente à un rythme effréné, même s'il y a des fois des relâchements, du soufflement sur le marché. Et les États n'ont toujours pas régulé jusque-là. Alors pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question. Il y a d'une part la difficulté technique, évidemment, parce que les compétences du secteur dépassent largement celles des États. Il y a aussi la nouveauté, parce qu'il faut tout inventer. On ne peut pas se contenter de plaquer les règles existantes sur la crypto. Il faut tout réinventer. On voit d'ailleurs de nouveaux pays qui ont choisi de ne pas taxer la crypto-monnaie, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment le faire. C'est aussi simple que ça. Le jour où ils auront trouvé une bonne solution, on peut avoir une relative confiance dans le fait qu'on va commencer à imposer des petites taxes bien juteuses sur cet actif dont on ne veut pas évidemment se priver. D'autant que si les règles sont très contraignantes, les développeurs iront ailleurs, hein, comme par exemple le Salvador, hein, j'en parlais tout à l'heure, qui a adopté le Bitcoin comme une monnaie nationale. Donc c'est pas évident, mais la volonté des régulateurs est là évidemment. Troisième partie, on va parler de l'avenir des crypto-monnaies et qu'est-ce que vous devez faire. Alors, devez-vous malgré tout investir dans les supports, que vous soyez un enthousiaste de dernière minute ou que vous croyez tout simplement à la révolution que ça va apporter. Si vous aviez investi 100 $ dans le Bitcoin fin 2010, alors je ne sais pas comment vous auriez connaissance de ça, mais ça valait 10 centimes, eh bien vous auriez acheté 1000 Bitcoins à l'époque et aujourd'hui ça vaut 40 millions de dollars. Bon, on aurait tous aimé évidemment saisir cette opportunité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire dans la crypto-monnaie. Au contraire, honnêtement, et vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, j'étais sceptique au départ. Évidemment, c'était nouveau, la direction n'était pas claire. Mais en 2016, j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement et puis la rencontre avec Fabien a été décisive. Donc, même en ayant raté les prémices du Bitcoin, j'ai eu de très beaux rendements. Je vous le disais, les cryptos sont de plus en plus présentes dans le quotidien. La plupart des jetons existants n'ont même pas vocation d'ailleurs à être des monnaies. On dit crypto-monnaie, mais en fait dans l'immense majorité aujourd'hui ce sont des actifs plus que des monnaies en tant que telles, donc c'est pour ça qu'on parle aussi de crypto-actifs. Le fait que les États veuillent encadrer justement le signe, qu'ils ont compris l'importance des crypto-monnaies, ils ont compris aussi que c'était pas prêt de disparaître. On est face à un tournant, donc parce qu'à titre de comparaison, est-ce que vous replongez dans la fin des années 90, si vous étiez né à cette époque-là? Quelle utilisation d'Internet faisiez-vous à cette époque? Vous vous connectiez en quelques minutes pour consulter votre messagerie, à laquelle on vous écrivait peut-être deux ou trois amis qui avaient la chance d'avoir Internet. Éventuellement, vous faisiez quelques recherches pour les exposés d'Historio.
Et tout ça le plus vite possible parce que pendant ce temps-là, la ligne téléphonique de vos parents était bloquée et vous faisiez engueuler. Donc, est-ce que vous vous imaginez revivre comme ça? Évidemment, non, on en est aujourd'hui à des années-lumière. Et bon, il y a peut-être que parmi vous certains qui ne voient même pas de quoi je parle. Mais les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain, c'est des innovations de ce calibre. À ce niveau, c'est plus une innovation, c'est clairement une révolution. C'est pour moi du même ordre que de l'arrivée d'Internet. Donc vous demandez si la crypto a de l'avenir, c'est comme vous demandez si Internet a de l'avenir. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Si ce n'est pas encore fait, déjà familiarisez-vous avec cet univers. Vous devez comprendre comment ça fonctionne, quel est l'écosystème, parce que c'est assez particulier. Et ensuite, lancez-vous, rentrez dans les cryptos avant qu'il ne soit trop tard. Par la suite, des régulations et des changements et des nouveautés, au moins vous serez dans le mouvement. Ne gâchez pas ce genre d'opportunité. Comme pour tout investissement, je vous conseille bien évidemment de vous former. Renseignez-vous, il y a des ressources gratuites, payantes, comme vous voulez. Ça vous permet de vous familiariser et de vous lancer sérieusement et de ne pas faire n'importe quoi, comme je le vois parfois avec des gens qui démarrent. J'ai une formation avec Fabien, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Après, que vous formez avec nous ou pas, peu importe, je veux juste que vous ayez conscience que ce que représente cette technologie et que vous ne ratiez pas cette opportunité. Pour moi, c'est vraiment ce qui a changé clairement ma vision de l'investissement. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et j'espère que ça vous a éclairé. Si vous voulez approfondir l'investissement dans les crypto-monnaies, regardez dans la description, je vous mets des ressources gratuites et je vous dis dans tous les cas à la prochaine. Bon enrichissement à tous, salut!